Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grongy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils s'en foutent ces Bretons. Ils s'en foutent ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade brestois. Brestois, brestoises, vous êtes-vous, comme Steve Mounier, fait intentionnellement pincer le biceps cette semaine. Bienvenue pour ce 99e épisode de Brest On Air. Comme d'habitude, je suis rejoint par Fanch et Yann. Messieurs, comment allez-vous ? Oui, Quentin, bonjour tout le monde. Pour ce 99e, ça fait bizarre à dire, hein. C'est toujours aussi impressionné par le nombre de podcasts. Et ça n'a jamais été aussi agréable qu'en ce moment de faire des podcasts autour du Stade Brestois. Et tu disais toujours deuxième. Je crois que c'est la première fois qu'on est deuxième, parce que la dernière fois qu'on avait fait un podcast, on était troisième, on était sur le podium. Mais c'est même mieux que la dernière fois. Donc, À un moment donné, on avait été premier aussi. on a été premier, effectivement. Donc les podcasts s'enchaînent. C'est premier, troisième, deuxième. Quoi qu'il arrive en fin de saison, si c'est une de ces trois places-là, ça m'ira très bien. Oui, d'ailleurs, on l'a dit, hein, il n'y aura pas d'épisode 100 avant que Brest se qualifie en Europe. Donc, si c'est pas cette saison, c'est peut-être la fin du podcast. Voilà. On n'était pas au courant de cette affaire, nous. Yann, comment vas-tu ? Je viens de me pincer le biceps aussi et ça va bien. Hein. Ça va Est-ce bien. que tu t'es aussi... Le classement mis n'a pas à- changé avant ni après, donc c'est qu'à un moment, ça commence à devenir très concret, il faut faire avec. Là, c'est une nouvelle dimension à intégrer et c'est très bien de se retrouver pour en parler. Mais est-ce que après t'être pincé le biceps, tu t'es mis un coup de coude dans l'abdomen ? Non, dans le mur derrière. Donc, petit trou d'ailleurs, s'il y a des gens un peu manuels qui peuvent venir m'aider, ça m'arrangerait. Il y a tu as un coude, c'est vrai, extrêmement développé. Hein, une puissance phénoménale dans ton coude. Hein. Appelez-moi Steve On le Mounier. sait. Ou Stone Cold Steve Austin pour les connaisseurs. Messieurs, parlons Stade Brestois, bien sûr. On va parler un peu des matchs à venir, des matchs qui se sont déroulés depuis le dernier podcast. Faire un petit point sur ce qui nous attend également. Et aussi un petit aparté sur comment est-ce que vous vivez cette saison, vous, de votre côté, messieurs. On vous demandera aussi dans les commentaires YouTube, éventuellement, de poster votre ressenti sur cette saison qui, malgré ce qui peut arriver en positif ou en négatif, restera dans l'histoire du Stade Brestois. Jamais le Stade Brestois n'avait été à cette place-là, à cette période de l'année. Donc, elle restera de facto dans l'histoire par également les émotions. Donc, on va en discuter en fin de podcast. Je pense que ce sera intéressant parce que moi, de mon côté, par exemple, je la vis assez différemment de ce qu'on pouvait vivre ces dernières années, que ce soit en Ligue 1 ou même en Ligue 2 quand on jouait le haut de tableau. Mais parlons avant toute chose des derniers matchs du Stade Brestois, notamment Marseille, des Clermont, des paris de l'élimination en coupe aussi. Au bout du compte, Fanch, comment tu as vécu ces dernières semaines, toi, côté Stade Brestois? Toujours beaucoup de plaisir à retrouver cette équipe semaine après semaine, tous les week-ends. Beaucoup de plaisir et pas mal d'intensité aussi parce que les matchs se sont succédés assez rapidement. Il y a eu la semaine notamment à 3 matchs avec la double confrontation contre le PSG, la venue de Nice à Le Blé, puis après on était allé directement, enfin PSG puis Clermont. Il y a eu pas mal de matchs qui se sont enchaînés. Donc pas mal de matchs nuls, on aurait pu se demander, on pouvait s'interroger sur si Brest était en train de marquer un petit peu le pas, mais finalement la question se posait pas vraiment au regard des adversaires, parce que quand tu joues 2 fois le PSG, que tu vas faire un nul là-bas, que tu arrives à tenir un bon 0-0 à mon sens contre Nice, c'était plutôt un bon match, même s'il n'y a pas eu de but, les deux équipes ont montré un bon niveau de jeu, en tout cas beaucoup d'engagement, beaucoup d'agressivité, et j'ai trouvé que les Brestois ont très bien répondu à une équipe de Nice qui certes n'est pas très en forme à l'extérieur, mais on fait au moins jeu égal. Déception sur le match de Clermont. Alors, je sais qu'avec Yann, on va peut-être en reparler. On n'est pas totalement d'accord sur le rôle et la place de l'arbitrage dans ce match, même si je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que Stéphanie Frappart et la VAR particulièrement, ça reste incompréhensible que sur le tacle de Magnetti, elle ne soit pas revenue dessus et ça aurait pu donner un carton rouge à Coffrier et un pénalty pour Brest.
Pourtant, à mon sens, Brest menait déjà au score et aurait pu quand même garder ces 3 points. Et ils ont perdu ce match. Enfin, perdu ce match. Pour moi, c'est presque une défaite. Parce que beaucoup d'agacement, beaucoup de nervosité. On l'a revu un petit peu d'ailleurs contre Marseille, notamment avec le geste de Steve Mounier. Après, de manière générale, ça reste quand même globalement très positif. On voit un Brest qui est proactif dans les matchs, un Brest qui a beaucoup d'occasions, un Brest qui tire beaucoup au but, et un Brest qui n'est jamais baladé par son adversaire. Donc pour l'instant, tu l'as dit, hein, les matchs se suivent et Brest reste en hausse, ça commence à dire quelque chose. Il reste 12 rencontres cette année. J'espère qu'on verra plus de matchs comme on a vu entre Brest et Nice ou même Brest au Parc que des matchs contre Clermont. Et si on arrive à reproduire ces prestations hyper solides contre les gros, parce que ce qu'on disait au début d'année contre les gros on était un peu moyen, et ben on peut espérer un classement final très réjouissant pour le Stade brestois. Yann, rapidement, peut-être te faire rebondir hein, sur ce qu'a dit Fanch, notamment au niveau de l'arbitrage contre Clermont. C'est vrai que toi, moi et même, hein, j'imagine Fanch, on a eu du mal à l'avaler cette décision. On l'a ressassé pendant plusieurs jours et franchement, le moral n'était pas bon. On était pas mal énervés, hein, toi et moi surtout, dans les jours qui ont suivi ce match contre Clermont. Oui, en fait, c'est à remettre dans une réflexion plus générale sur la façon dont on vit la saison. Franchement, a utilisé le mot d'intensité. Je le réutilise pas dans le même sens, mais en fait, l'enjeu commence à nous dépasser. Et honnêtement, j'étais de mauvaise humeur jusqu'au match contre Marseille, en fait. C'est l'impression que sur un match où, c'est vrai, tu as fait le pire match de ta saison de très loin face à Clermont, mais tu as l'impression que tu peux tout perdre à tout moment. Et on n'est pas dans cette position qu'on a pu avoir il y a 1 ou 2 mois où c'est que du bonus, voilà, si on fait des exploits, c'est cool. Là, on est presque dans une position où c'est fou de se dire ça, hein, t'es deuxième et tu dis, bah, t'as presque tout à perdre et peur de tout foutre un peu en l'air. Donc, c'est beaucoup de pression qui monte déjà chez nous, chez les joueurs, j'imagine même pas. Et c'est pour ça que finalement, je pense que le but de Les Melou est plus important qu'il ne le paraît comme ça, parce qu'il te permet de regagner, il te permet de gagner en plus à 10 contre 11, et il y a un côté un peu j'aime bien ce parallèle entre le but de Cédric Fabien contre Châteauroux et le but de Les Melou contre Marseille. Au-delà du fait que ce soit deux personnes qu'on apprécie énormément, bah, ça commence à devenir très concret en fait. C'est là que tu te dis que c'est plus une question d'exploit, c'est plus une question de ne pas se chier dessus, de ne pas merder, et que finalement, bah, on y va. On ne sait pas exactement où on va, mais on y va. Et voilà, c'est une réflexion plus générale, et c'est pour ça que les décisions incompréhensibles comme celle de Nicolas Rainville, on les tolère plus. Enfin, moi, je les tolère absolument pas. Plus, on l'a vu, il y a quand même le contexte général autour de l'arbitrage en Ligue 1 ces dernières semaines, mais putain, l'attentat sur Magnetti, je tolère pas, surtout que, et c'était là le point de désaccord avec Franche, même si tu fais un mauvais match, la réalité, c'est que si la VAR intervient, Cofriez prend son deuxième jaune, donc Clermont est à 10, t'as un penalty que potentiellement tu marques, t'es à 2-0, même en faisant un match de merde, tu l'as gagné ce match. À partir du moment où ils sont à 10, c'est fini, ils reviennent pas. Et bah là, voilà, tu perds 2 points à la con. Mine de rien, 2 points, bah, c'est ce qui nous sépare du 4e aujourd'hui. Mais à mon sens, je suis complètement d'accord avec toi hein, sur l'erreur d'arbitrage et le fait que ce soit absolument anormal qu'il n'y ait pas eu une revérification avec la VAR, mais elle n'a même pas été appelée par la VAR. Mais si tu veux jouer le haut de tableau, tu vas devoir faire face à des situations, et encore plus, je pense, quand tu es Brest. Alors, je suis pas du tout envie de crier au complot ou quoi que ce soit sur l'arbitrage, que les arbitres ne veulent pas voir Brest en haut ou quoi. Mais on sait très bien que les grosses équipes ont tendance à être un petit peu favorisées sur certaines décisions et que Brest n'aura certainement aucun cadeau. Alors, vous pourrez prendre l'exemple inverse avec le penalty non sifflé pour Marseille sur la faute de Les Melou. Mais je pense que Brest devra, dans les 12 matchs qui restent, faire avec la frustration parfois liée à l'arbitrage, frustration liée, on a vu avec les gestes de Balerdi sur Steve Mounier qui ne doit pas perdre son sang-froid. Et si l'équipe veut, à la fin de saison, avoir un classement qui lui permette de se qualifier pour une Coupe d'Europe, elle devra aussi progresser à ce niveau-là, sur le côté mental, je pense, et gestion de la frustration. Et je pense qu'à Clermont, ils ont manqué un petit peu de lucidité à ce niveau-là. Et peut-être qu'après la faute sur Magnetti, ils se sont pas démobilisés, mais en tout cas sortis un peu de leur match. Et ce qui fait que Clermont a pu égaliser dans la foulée. Et c'est dommage parce que je pense que l'équipe en deuxième mi-temps avait le match en main. Et on voit d'ailleurs, ils ont des occasions, même après le carton rouge de Marco Bizot, pour gagner le match en toute fin de rencontre avec 2 frappes dans le temps additionnel.
Brest, à mon sens, et j'ai vu aussi beaucoup de frustration contre Marseille, et ça s'est remarqué de toute façon. On voit, il y a 3 cartons rouges sur les 3 derniers matchs. C'est des choses qu'on ne voyait pas nécessairement en début de saison. Donc je pense, je suis d'accord avec toi, que là, que l'enjeu peut être en train de prendre le pas un petit peu sur les nerfs de tout le monde. Et je pense que le Stade brestois était très bon en première partie de saison parce qu'il était très calme, il savait ce qu'il savait faire. On l'a vu à Nantes, on était tous les deux. Il y avait une grande sérénité, même à l'extérieur. Il faut que cette sérénité revienne pour voyager tranquillement jusqu'à la 34e journée. Et je pense que le match de Marseille est important, c'était important de le gagner pour ça aussi. Parce que peut-être que dans les têtes, le discours, on est peut-être en train de s'écrouler, on a fait un mauvais match face au dernier, on n'a pas réussi à remonter, tout le monde nous voit tomber. Si tu enchaînes un match sans gagner, qui aurait quand même été le 5e consécutif, dans la tête, ça aurait pu traîner. C'est vrai Là, que non. Voilà. là, tu sors du match de Marseille, tu te dis presque, en fait, il peut rien nous arriver cette année, quoi. Parce que même quand tu es à 10, que tu as les faits de jeu qui sont contre toi, que tu as eu des occasions assez grosses, hein, quand même. Je pense à la tête de Stimoni en première période et les 2 frappes de Mathias Pereira là, qui n'arrivent pas à convertir. Et finalement, à la 88e minute, 89e minute, tu arrives à remporter le match contre une équipe de Marseille, certes malade, mais quand même une équipe de Marseille. Tu dois pouvoir prendre confiance et conscience de tes capacités en disant que finalement, en Ligue 1, à part le PSG, il n'y a pas grand monde qui est meilleur que toi. Et Eric Roy parle souvent d'objectifs sur une série de plusieurs matchs. C'est vrai que la série de Nice, Clermont, Marseille était importante, et c'est aussi peut-être pour ça qu'on était davantage frustrés. C'est que finalement, le match contre Nice, le bon point contre Nice aurait été amélioré par une victoire à Clermont. Donc finalement, la victoire à Clermont n'est pas venue, et le match contre Marseille, à la fois parce que Marseille était en difficulté, avait joué quelques jours avant, et on avait vu aussi que Marseille, justement sur ce match, n'était pas très en forme. C'était presque un must-win game pour le Stade brestois. Brest devait l'emporter pour repartir de l'avant, pour gagner. Tu l'as justement dit, Yann, pour retrouver les 3 points et relancer un peu la machine, parce que finalement, tu jouais le dimanche à 20h45, donc tu connaissais le résultat des autres équipes candidats à l'Europe. Et oui, on le dit, ça fait bizarre de le dire, mais on le dit. Et donc tu savais qu'avec une victoire, et c'est un peu la même chose contre Nice, hein, tu savais que si tu gagnais, tu faisais un bond en avant et tu prenais la 2e place. Donc finalement, les joueurs savaient ce qu'ils avaient à faire, et en cas de victoire, ça passait 2e. Et finalement, cette série de matchs, Paris, Nice, Clermont, Marseille, tu en sors à une place supérieure que tu ne l'as commencé. Donc finalement, à la fois parce que les adversaires ont fait des faux pas, hein, notamment Monaco qui a perdu des points contre Le Havre, Toulouse à domicile, Lens également qui a perdu des points à Reims, et toutes sortes d'autres résultats plutôt positifs pour le Stade brestois. Tu finis 2e, et tu finis par une victoire. Donc ça relance la machine avant de jouer des adversaires qui sont a priori davantage à ta portée, en tout cas qui ne sont pas de ton championnat. Donc finalement, tu t'attends, en tant que supporter, en tant qu'équipe qui voit le Stade brestois jouer depuis 6 mois maintenant, presque 1 an, hein, puisque finalement les belles performances, elles démarrent à l'arrivée d'Éric Roy en février dernier. Tu t'attends à battre Strasbourg qui est en difficulté, et finalement tu t'attends à battre Le Havre, et là ce sont presque 2 matchs capitaux qui vont peut-être aussi orienter la fin de saison. Si tu gagnes les 2 matchs, tu y vas tout droit. En fait, y vas tout droit, et c'est l'autoroute, hein, faut le dire. On va peut-être tomber de très haut, mais aujourd'hui, la question pour moi, c'est pas de savoir est-ce que Brest sera en Coupe d'Europe. La question, c'est de savoir dans quelle Coupe d'Europe on sera. Tu gagnes les 2 prochains, surtout vu le calendrier des autres équipes candidates à l'Europe, tu te fais une belle route même pour la Ligue des Champions, ce qui est quand même assez lunaire, surréaliste. Et tu gardes surtout un matelas, je dirais, sur tes adversaires que tu vas affronter. Donc c'est-à-dire que si tu perds après contre Lens, qui de facto sera un peu plus loin, et contre Rennes également, même Monaco, hein, qui est jamais à l'abri de perdre des points, ça veut dire que même en cas de défaite contre ces équipes-là, tu perdras des points évidemment, mais tu perdras pas de place.
Donc ça te laisse un matelas et je pense que dans la tête des joueurs, ça peut aider à faire un bon résultat, même si, mais de moins en moins, on a de doutes concernant les prestations des joueurs, hein. Vraiment, il y a eu ce petit, flop à Clermont, mais qui venait aussi à la fin d'une semaine de 3 matchs. Donc il y avait peut-être un peu de fatigue aussi, d'autant qu'Éric Roy avait très peu fait tourner à Paris, qui avait dû être un match assez intense. On se retrouve dans une situation où il y a plus tellement de doutes de savoir si le Stade Brestois va bien jouer ou pas, tellement on a l'impression que les mecs savent ce qu'ils ont à faire et savent comment y arriver. Tu en as parlé tout à l'heure, hein, mais le Stade Brestois est proactif et vraiment le Stade Brestois débute chaque rencontre avec la même mentalité, vraiment d'imposer son rythme, d'imposer son style de jeu, d'aller chercher très haut son adversaire, ce qui en tant que supporter d'un petit club, d'une petite équipe, ça fait vraiment très très plaisir à voir et c'est pour ça qu'on est tellement au-delà même, hein, du classement et de l'issue de la saison. Moi, c'est vraiment et je l'avais dit peut-être même après le match de Lyon, c'est une saison où je prends un plaisir dingue à voir le Stade Brestois évoluer et chaque semaine on attend le week-end avec grande impatience, pas seulement parce que le travail est terminé, mais aussi et surtout parce que le Stade Brestois va jouer et déjà c'est beaucoup d'émotions en ce moment, mais surtout des émotions positives et on va voir un Stade Brestois vraiment conquérant et qui va de l'avant, qui joue bien au football, qui joue de la bonne façon on va dire et qui en tout cas de mon côté qui joue de la façon dont j'aime voir une équipe jouer et c'est aussi peut-être pour ça que le Stade Brestois a tellement de messages positifs, pas seulement des supporters brestois, mais vraiment, à part, on va dire, les pisse froids, hein, mais tous les supporters sont plutôt de football, on va dire, hein, même d'autres équipes sont plutôt bienveillants avec le Stade Brestois parce qu'ils voient, et je pense qu'ils se reconnaissent dans l'équipe qui voit tous les week-ends pour ceux qui ont la chance de voir le Stade Brestois, bien sûr, ces dernières semaines. Moi, je vais apporter un petit bémol à ce que disait Yann sur la Coupe d'Europe. Pour moi, c'est pas fait, hein. On n'est pas, quand on regarde que le septième, qui est Rennes, qui reste sur 5 ou 6 victoires consécutives en Ligue 1, n'est qu'à 6 points, et que pour l'instant, la septième place n'est pas qualificative pour l'Europe, en raison on ne sait pas qui va gagner la Coupe de France. Je pense que ça va être une donnée vraiment très importante, cette donnée de la Coupe de France. Et à mon avis, faut vraiment qu'on soit derrière le PSG, Nice ou Rennes, pour le coup, pour remporter cette compétition, parce qu'on remarque que là, il y a un petit trou qui s'est creusé avec le huitième. Autant le septième reste vraiment à portée de tir, autant le huitième, le Stade de Reims, est à 31 points, donc à 9 points de nous. Et si on regarde un petit peu la dynamique des clubs qui sont 8e, 9e ou 10e, donc Reims, Marseille et Strasbourg, ce sont 3 équipes qui, à L3, sur les 5 derniers matchs, n'ont gagné qu'un seul match. Sinon, Strasbourg, c'est 3 défaites, 2 nuls, Marseille, c'est 2 défaites, 3 nuls, et Reims, une victoire, puis on reste sur 2 défaites et 2 matchs nuls. Donc là, on sent qu'il y a un petit trou qui s'est creusé, un petit ventre mou qui s'est créé. Il y a des équipes qui sont en forme, hein, derrière, si on prend Toulouse qui revient bien, Lorient qui remonte et Lyon, mais c'est bien sûr des équipes qui ne reviendront pas sur nous. Et de notre côté, il y a Nice qui marque un peu le pas, hein, 3 défaites sur les 5 derniers matchs, donc Brest est clairement dans la course, mais on serait plus serein et plus rassuré si le 7e de Ligue 1 pouvait remporter la coupe, parce que je pense que le top 7, c'est largement envisageable. J'ai du mal à... Je nous vois à l'heure actuelle, hein, je nous vois entre 5 et 7. Au-delà de Nice qui marque le pas, parce que Nice marque le pas finalement avec un calendrier un peu à la con, ils C'est sont surtout Monaco pour moi qui. C'est ça. Et Monaco qui s'en sort miraculeusement contre Nice, mais qui derrière perd contre le Havre, contre Toulouse, et qui Match nul contre le Havre. oui, match nul, et qui surtout ne propose rien, ne va pas bien, et en proie à une crise interne. Et ça a beaucoup fait rire les Monégasques, mais je crois que c'est Denis Zakaria qui a dit voilà, il nous reste 12 finales à jouer. L'an dernier, Philippe Clément a dit voilà, il nous reste 10 finales à jouer. Ils ont perdu 5 matchs, et tous les matchs contre les concurrents directs. Très irrégulier, hein. Quand Donc je vois, ils ont moi, perdu contre Reims à domicile aussi, perdu contre Reims à domicile, 1 contre le Havre à domicile. Reims qui avait tous ses internationaux qui étaient partis à la CAN, Ouais, à c'était la un Coupe mauvais d'Asie match. en plus. Ouais. Et après, il y a aussi un autre facteur qui va rentrer en ligne de compte parmi les équipes qui sont dans le top 7, PSG, Nice, Lille, Monaco, Lens et Rennes. Il y a 4 d'entre elles qui jouent la Coupe d'Europe encore. Alors, je pense que ça va s'arrêter très vite pour le Stade Rennais.
mais Rennes joue encore la Coupe d'Europe et la Coupe de France. Lens joue à Fribourg jeudi. On va être de tout cœur avec les Lensois pour qu'ils passent un tour. Et s'ils passent ce tour, ils joueront un match de Coupe d'Europe juste avant notre venue à Bollaert. Lille est encore qualifié également. Et Nice et le PSG sont à la fois. Enfin, le PSG est à la fois en Ligue des Champions et en Coupe de France. Et Nice aussi en Coupe de France. Donc ils auront des matchs en plus. Nous, on n'a plus que la Ligue 1. Nous, on n'a plus que 12 matchs. On n'a plus que 12 matchs. On a fait les calculs. Il faut en gagner 5. Tu en gagnes 5, tu seras dans les 6. Et probablement plus que 6e d'ailleurs. Je rajoute un dernier joker qu'on a, c'est que nous, on a déjà joué Paris. Voilà, c'est Rennes joue le PSG ce week-end. Et Monaco, Également un c'est Monaco Lens. Il y aura beaucoup de confrontations directes, puisque là, on est quand même sur une rivalité entre 6 équipes. Cette équipe. 7 équipes, ouais, si tu veux. Bah, j'enlève le PSG, mais. Oui, mais du coup, c'est un match difficile quand même pour les adversaires. Oui, bien sûr, tu as raison. Mais il y aura beaucoup de confrontations directes également entre voilà, des Nice-Lille, des Monaco-Lille, des Monaco-Lens comme ce week-end. Forcément, ces équipes vont perdre des points et Brest doit, comme disait Yann très justement tout à l'heure, si tu profites des confrontations face à des équipes qui sont potentiellement à ta portée et d'ailleurs pas forcément en forme, ce qui est le cas du Havre et de Strasbourg, pour prendre 4 ou 6 points, eh bien, tu te mettrais pas à l'abri, mais en tout cas, tu mettrais toutes les chances de ton côté pour aborder ensuite des confrontations directes en étant devant tes adversaires et en mettant la pression sur ton adversaire, parce que c'est pas la même chose de rencontrer Monaco ou Lens en ayant 4 ou 5 points d'avance ou en étant derrière eux. Si tu as 4 ou 5 points d'avance, si tu sais très bien que selon le scénario du match, si tu marques assez tôt, tu fais douter ton adversaire et puis ça peut très vite basculer dans ta faveur. Donc là, Brest s'est donné les moyens de réussir, j'ai envie de dire, s'est donné les moyens de réussir, c'est le mérite des joueurs, c'est le mérite du staff. Et je serais déçu, alors autant pour les supporters qu'on n'arrive pas à accrocher l'Europe, mais d'abord je serais déçu pour les joueurs et pour le club, parce que je pense qu'avec tout ce qu'ils ont vécu l'année dernière, ils mériteraient bien cette juste récompense. Et même au-delà des chiffres et des statistiques, je pense que Brest a son destin en main. Il n'y a pas, sur cette saison en tout cas, il n'y a pas 6 équipes meilleures que Brest, sur l'ensemble de la saison, en tout cas jusque-là. Et si ça continue, en fait, il faut juste faire des bonnes performances et les bonnes performances apporteront des points. Pour moi, si Brest continue, et il n'y a absolument aucune raison que ça ne continue pas, à moins d'une blessure. Ouais, justement, j'allais te demander, Quentin, qu'est-ce qui pourrait, selon toi et selon vous, priver Brest d'Europe? Parce qu'on peut évidemment, on peut pas dire que c'est pas comme s'il y avait qu'une place, qu'il restait qu'une place et dire bah voilà, l'adversaire direct a tout gagné. Hein. Là, il y a tellement de places qualificatives que même si 2 ou 3 équipes se mettent à performer super bien et gagnent leurs 7 ou 8, 9 derniers matchs, il restera quand même de la place pour Brest. Qu'est-ce qui ferait que Brest pourrait s'écrouler en fait? Brest, c'est son principal adversaire. Au fur et à mesure que la saison va avancer, que tu vas voir à la 25e, 28e, 30e, 32e journée, que tu es dans les places européennes, ce sont des joueurs qui sont matrixés, en tout cas en début de saison, pour jouer le maintien. Comment tu vas gérer cette pression différente que certains joueurs n'ont jamais connue? On a l'impression qu'on est en train de le voir déjà avec ces cartons rouges. L'impression aussi que devant le but c'est un peu moins précis ces derniers temps. Est-ce que dans les têtes, est-ce que ça joue un peu? Est-ce que nous aussi on est stressé comme c'est Yann, hein, je crois que tu l'as dit en début de podcast, mais nous on est déjà stressé. Comment les joueurs le vivent ça intérieurement, même si vraiment on a l'impression qu'ils sont tellement sûrs de leur force ces dernières sorties que rien ne peut leur arriver. Les scénarios aussi des matchs, hein, naturellement, il n'y a pas un match sur même contre Paris, hein, je dirais, il n'y a pas beaucoup de matchs où tu te dis s'il y a Brest doit perdre. S'il y a une des deux équipes qui doit gagner, c'est plutôt Brest généralement, contre Clermont, contre Nice, contre Marseille évidemment, même contre Paris. Hein, ça n'aurait pas été déconnant de voir Brest l'emporter au Parc. Donc vraiment, il y a de moins en moins d'indices qui permettent de dire que Brest va s'effondrer, et il y a de plus en plus d'indices par contre qui disent que les équipes comme Monaco, des équipes comme Nice sont en train de marquer un peu le pas, jouent les Coupes d'Europe, hein, pour certaines de ces équipes. Lens a joué la Coupe d'Europe la semaine dernière, a fait match nul contre Reims, apparemment c'était pas tip-top comme match. Donc évidemment, on va supporter les clubs français. En fait, il y a de moins en moins d'indices, autres blessures et suspensions puisque maintenant on va jouer un match par semaine, hein, donc la fatigue ne sera plus tellement un facteur. Il y a de moins en moins de paramètres qui font où on se dit que Brest va lâcher du lest, quoi. J'ai une incertitude, c'est comment on réagira à la prochaine défaite. Ça fait 11 matchs que cette équipe n'a pas perdu.
Il y a un moment où ça va arriver. Enfin, si on finit la saison invaincue, on est deuxième. Il y a un moment, il ne faut pas aller chercher plus loin. Ça n'arrivera pas. On va forcément perdre un match. Et la question, c'est comment les têtes vont réagir après. Alors bien sûr, ça dépendra du match. Est-ce que tu te fais voler? Est-ce que tu te fais dominer? Est-ce que c'est un scandale arbitral? Enfin, peu importe. Mais il y a quand même ce critère-là. Dans la tête, qu'est-ce qui va se passer après la prochaine défaite? Qui ne sera que la 5e de la saison. C'est assez dingue, mais voilà. Ça, Mais c'est tu mon vois, avis. le match contre Clermont, moi, je l'interprète un peu comme une défaite. C'est ce que je me dis aussi. Alors Mais évidemment, sur le papier, c'est pas le cas. Mais le scénario du match, l'injustice aussi un peu, les deux dernières occasions que tu n'arrives pas à mettre, j'avais vraiment l'impression de voir une équipe qui était menée en fin de match et qui essayait d'aller chercher l'égalisation. Il y avait ce sentiment un peu d'urgence dans le jeu brestois avec des longs ballons. On voyait Kenny Lala qui haranguait, je crois, Eric Roy, hein, pour jouer plus vite. Hein, je crois que Chardonnay avait fait une passe latérale au lieu d'envoyer un long ballon devant, ou ça c'était sur un coup franc, hein, je crois, un truc comme ça. Donc il y avait vraiment un sentiment d'urgence et pour moi c'était un peu l'idée comme quoi ce match était un sentiment de défaite pour le Stade Brestois et au final on a vu avec la chance que Marseille avait joué le jeudi et n'était pas en grande forme, plutôt en crise, mais quand même. Euh, Moi, je pense que l'expérience de l'année passée et même des années passées à jouer le maintien, à jouer dans l'urgence de points, va servir au Stade Brestois. L'effectif est quasiment inchangé. C'est une équipe qui a su se battre pour gratter le moindre point. Alors, gratter le moindre point pour le maintien ou gratter le moindre point pour l'Europe, peut-être me dire que c'est pas exactement pareil. Mais dans mon sens, un point, ça reste un point et un match, ça reste un match. Et si les Brestois ont besoin de quelques points à la fin de saison pour se qualifier, ils seront capables, malgré les aléas arbitraux, malgré les aléas du hasard, malgré les différents aléas qu'ils pourraient rencontrer. Je pense qu'ils sont capables et qu'Éric Roy connaît très bien son effectif pour les remobiliser en cas de défaite. Yann, tu as raison, il n'y aura pas 12 matchs sans défaite, il y aura certainement des défaites avant la fin de saison. Mais je ne vois pas la défaite comme quelque chose qui serait fatal à l'équipe. Je pense qu'ils sont tout à fait capables de se remobiliser. Et n'oublions pas que cette équipe-là, alors c'est facile à dire, nous, depuis notre canapé, mais elle n'a rien à perdre finalement. Elle n'a rien à perdre, elle n'a plus de pression. Elle n'a plus la pression. C'est pas la même chose de jouer le Ça, je maintien. suis pas d'accord, hein, je pense. je suis pas d'accord non plus. Qu'est-ce que tu veux qu'ils perdent? Au final, au pire, t'es 10e et t'es pas européen. T'es pas d'une part, c'était pas programmé. Deuxièmement, l'année d'après, l'Europe a certainement beaucoup d'aspects très positifs, on peut revenir, mais tu peux aussi te dire et voir les choses en disant bah, on a progressé par rapport aux années précédentes et on va pas se rajouter des matchs par semaine, etc. etc. Pour moi, l'équipe. Ce sera le discours qu'on nous donnera si jamais le Brest ne se qualifie pas en Coupe d'Europe. Mais je pense qu'il est déjà prêt. Et ils te diront même que de toute façon, ils n'y ont vraiment jamais cru et qu'ils savaient très bien que les gros allaient accélérer, etc. Mais je pense que pour moi, en tout cas, ils n'ont. C'est pas, enfin, peut-être le rien à perdre est trop dur, mais il n'y aurait aucun drame. Il n'y aurait rien de grave. Tandis qu'une Il y aurait, descente en Ligue 2, c'est vraiment très grave. Tu as des emplois qui sautent, tu sais pas quand tu peux remonter. Là, il y aurait de la déception. Il y aurait de la déception en cas de non-qualification en Europe, je pense. Même d'ailleurs, Chardonnay l'a dit à la télé hier. Il y aurait de la déception, mais il n'y aurait rien de grave. mais là, tu penses d'un point de vue club et d'un point de vue club, institution, d'accord. Mais là, si on pense d'un point de vue joueur, d'un point de vue groupe, mais putain, bien sûr que si, ils ont tout à perdre. Et c'est pas la situation où tu enchaînes les malentendus, tu te retrouves en haut sans trop savoir. Là, c'est une situation où concrètement, le seul moyen de ne pas y aller, c'est de te chier dessus. C'est pas d'arrêter de faire des exploits, c'est de te chier dessus. Et la pression, elle est beaucoup plus grande aujourd'hui qu'elle n'était à 3 semaines. Moi, je parle vraiment pour les joueurs, pour le groupe. Ça se ressent un peu pour les supporters. Ce que tu dis, ça va être de la communication club. C'est normal, c'est très cohérent. Maintenant, les joueurs, s'ils passent à côté de ça, ils vont s'en vouloir longtemps, très longtemps, surtout qu'il y a cette réalité dans cet effectif-là qui va jouer la Coupe d'Europe dans 3-4 ans. Moi, je pense que certains peut-être pourraient s'en vouloir parce qu'ils l'opportunité de, de revivre ça un jour ne se représentera pas, mais je pense à des locaux, des Brassiers, des Blaise Melou, des Del Castillo, des Magnetti, à mon avis, ils auraient des sollicitations pour revivre ce genre de choses dans des équipes et dans des clubs plus ambitieux l'année prochaine si jamais Brest ne se qualifie pas. Hein. Je pense que eux aussi sont sensibles à l'histoire qu'ils sont en train d'écrire. C'est ça, il y a aussi la dimension exploit. Parce que, effectivement, si tu arrives en Coupe d'Europe quand tu joues pour Lens, je veux dire, c'est un peu attendu. Là, tu passes de 14e à 2e.
raconte tellement l'importance du narratif mis en place par Aigro autour du club que les joueurs y sont forcément sensibles. Et si Lilian Brassier a tenu à rester cet hiver, c'est peut-être aussi pour ça. C'est parce qu'il sait que, arrivant en Coupe d'Europe avec Brest, avec cette histoire-là, ça aura une saveur forcément particulière. Bien plus, alors que lui, je suis sûr, il va en jouer des dizaines des Coupes d'Europe d'ici la fin de sa saison, de sa carrière. Mais voilà, je pense qu'il y a le narratif qui joue chez les joueurs et on le ressent dans leur prise de parole, en fait. Ouais, moi, je pense aussi que les joueurs sont quand même sensibles à ce qu'ils sont en train de faire et que c'est un. Enfin, je pense qu'un peu comme la saison de la montée, c'est une histoire qui va les lier à vie. Si jamais ils finissent en Coupe d'Europe, ils vont écrire une page indélébile de l'histoire du club. Ils auront chacun, genre, je sais pas comment ça peut se matérialiser physiquement ou d'une façon ou d'une autre, mais ils auront chacun quelque chose qui les laissera dans l'histoire du Stade Brestois. Je pense que c'est quand même beau. Alors ce sera plus beau pour certains que d'autres, hein, qui sont peut-être un peu moins forgés un joueur de ce type de club, hein, mais par exemple un Chardonnay, je pense que ça le ferait gravement chier de pas finir en Coupe d'Europe en fin de saison. Parce que lui, pour le coup, il va sur ses 30 ans. Il fera peut-être qu'un club dans sa carrière. Je pense pas qu'il aura de sollicitations au niveau supérieur. C'est le capitaine, c'est le joueur du cru qui a toujours pas la fibre au conquet. Bientôt. Bientôt, c'est vrai, bientôt. D'ici là, ce serait vraiment une saison, une année exceptionnelle pour lui. Absolument. S'il avait la fibre au conquet et qu'il finissait en Coupe d'Europe, je sais pas ce qui se peut passer en plus, mais c'est la fête. On Hein, devrait lui quand demander il- ce qu'il choisit, plutôt la Coupe d'Europe ou plutôt la fibre. Mais La réponse apporterait beaucoup d'eau à mon moulin, en tout cas. pour, Mais je pense que vraiment, malgré le fait que, évidemment, le football n'est pas et les joueurs n'ont pas la même mentalité que nous supporters, mais je pense quand même que ce serait une très très grosse déception pour eux en fin de saison. D'autant que maintenant tu gagnerais pas la 7e place au dernier match sur une victoire à l'arraché contre Toulouse, hein, c'est à Toulouse. Ouais. Donc voilà, là tu t'es presque, enfin dans leur tête ils sont presque programmés pour jouer l'Europe l'année prochaine. là, tu es dans cette situation mentalement assez dure à appréhender où c'est toi qui es chassé. C'est pas toi qui vas chercher l'exploit. Alors ça par contre je pense pas que ça les Non, que ça mais change grand chose. Tellement les mecs savent ce qu'ils ont à faire et sont très bien coachés, quoi. On oui, sait ce qu'ils ont à faire. Ils jouent vraiment de la même façon tous les matchs. Alors évidemment, il y a quelques ajustements selon l'adversaire. C'est nécessaire et c'est bien normal. Mais la ligne de conduite est tellement la même que chaque semaine, tu sais ce que tu as à faire. Tu sais l'intensité à laquelle tu dois jouer pour mettre en difficulté ton adversaire. Et je pense pas que, étant donné qu'il y a d'autant qu'ils soient deuxième, troisième, quatrième, ils joueront pas souvent leurs adversaires directs. Donc ça va très peu influer sur les matchs, notamment contre Strasbourg. Ça changera pas grand chose que tu sois quatrième ou deuxième. Est-ce que ça, vous, la place finale, que ce soit, est-ce que vous seriez content de la même manière qu'on soit sixième ou septième si la septième place est qualificative que deuxième, ou vraiment vous êtes plutôt dans l'optique, bah maintenant allons jouer le podium? Moi, j'avoue que Peu importe, moi, ouais, vraiment. peu importe complètement. C'est évidemment une place en Ligue des Champions serait quelque chose d'absolument dingue parce que là, c'est plutôt le côté, t'affrontes une fois dans ta vie des clubs que probablement t'affronteras plus jamais. Tu regardes d'habitude à la télé. Ouais, c'est ça que tu regardes à la télé, avec lesquels tu jouais quand tu étais plus jeune aux jeux vidéo, et que imaginer de voir les meilleurs clubs du monde venir à Le Blé, c'est fou. Mais personnellement, c'est vrai que n'importe quelle place en Europe, juste pour vivre cette expérience-là, moi, ça m'irait déjà. Même si c'est une conférence League et c'est un match aux îles Féroé, ça pourrait être très rigolo. Moi, peu importe, et je vais par contre te poser une autre question. Pardon, Yann, peut-être que tu veuilles dire quelque chose avant que moi je pose ma question. je voulais juste dire que pour l'instant, peu importe, mais c'est notamment lié au fait qu'il y a un écart très réduit entre le deuxième et le sixième. Si à la dernière journée, on a 2 points d'avance sur le troisième, même si dans tous les cas, je serais content, hein. Même si on finit sixième, septième, très bien. Quentin, tu parlais de narratif et de l'histoire qui est en train d'être écrite autour du club. On sait qu'on est un club qui ne brille pas par son palmarès. Et c'est d'ailleurs ce qui manque, le seul truc qui manque, je pense, au Stade Brestois, c'est d'avoir une ligne à son palmarès pour vraiment le faire basculer dans dans un autre étage et dans un autre calibre parmi les clubs français. Est-ce que vous
Est-ce que pour vous, vous considéreriez une qualification en Europe qui serait pour le Stade Brestois un exploit, hein, parce que une qualification en Europe via le championnat, c'est-à-dire via un long parcours de 34 matchs, est-ce que ça serait aussi fort pour vous qu'une victoire, par exemple, en Coupe de France ou quelque chose où on n'est quand même pas à ce stade-là? Mais moi, à mon sens, une qualif en Europe via le championnat, quand on regarde la concurrence, il n'y a que 18 équipes et tout. On s'était dit au début d'année, attention, la concurrence sera plus rude. Pour moi, On leur roule dessus, la concurrence. On leur roule dessus. ce serait quelque chose d'aussi fort en fait qu'une victoire en coupe, parce que tu peux gagner la Coupe de France comme tous l'année dernière, c'est exceptionnel, mais ils ont joué qui? Ils ont joué Annecy, ils ont joué Rouen, ils n'ont pas affronté un club de Ligue 1 avant la finale. Pour moi, ce serait, en tout cas, peut-être pas en termes d'émotion plus fort, mais en termes de performance sportive, ce serait plus fort. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, pour moi, c'est différent parce que, en gros, quand tu gagnes la Coupe de France, tu gagnes la Coupe de France. Tu gagnes la Coupe de France pour gagner la Coupe de France, pour avoir une ligne sur le palmarès, et le bonus, c'est la qualification en Coupe d'Europe. Là, tu gagneras pas de titre, tu seras pas champion. Je pense que ça rejoint, tu as totalement raison quand tu dis que la performance sportive serait plus importante en championnat, d'autant que la Coupe de France, elle qualifie pour l'Europa League. Là, tu as éventuellement la possibilité de te qualifier en Ligue des Champions, donc c'est deux compétitions différentes. Mais la Coupe de France, Et tu as aussi un peu la notion chance du tirage, parce que là, tu vois, je sais pas, je prends Rouen par exemple, bah, ils ont effectivement fait l'exploit contre Monaco, mais ils jouent contre Valenciennes en quart de finale. Oui, Donc Valenciennes, qui a éliminé à peu près personne, a une chance, qui a gagné, je crois, 4 matchs en Ligue 2 cette année, qui est dernier, qui est sûr de descendre en national, arrive en quart de finale de la Coupe, et quasiment très bien parti pour être en demi-finale de la Coupe, grâce aussi à un concours de circonstances qui est plutôt favorable. Là, Brest, s'ils sont à cette place-là en championnat, on a dépassé depuis bien longtemps le stade de la chance. D'ailleurs, ils n'en ont pas eu cette année particulièrement, c'est plutôt l'inverse. Donc voilà, ce serait entièrement mérité, et ce serait très très fort. Et justement, pour continuer un peu sur parce qu'on est un peu sorti du côté purement sportif, j'avais envie de connaître un peu votre ressenti par rapport à cette saison, vous personnellement, parce que effectivement, c'est des émotions qu'on n'a pas l'habitude de voir. Là, généralement, si les dernières saisons, si on avait battu Marseille de cette façon, ça aurait été pour de passer de 25 à 28 points. Là, c'est pour passer de la 4e à la 2e place. Donc c'est vrai comment est-ce que vous appréhendez vous les matchs, hein, comment est-ce que le dimanche matin vous vous sentez par rapport au match à venir? Comment est-ce que vous vivez cette saison, vous, notamment toi, Yann? Comment c'est le quotidien autour de Stade Brestois actuellement, c'est particulier, c'est quelque chose qu'on a évidemment jamais vécu, qu'on vivra peut-être plus jamais, on ne sait jamais. Nos grands-parents n'ont jamais vécu ce qu'ils sont en train de vivre, donc c'est peut-être une saison en 70 ans, et la prochaine sera peut-être dans 70 ans aussi. Donc comment est-ce que vous vivez, vous, personnellement, cette saison, toi, Yann, notamment? c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a finalement 2 saisons dans l'une, et là on est en train de basculer sur la deuxième. Dans la première, où c'était juste émerveillement, où putain, qu'est-ce qui se passe, c'est incroyable, c'est trop bien, t'es trop ravi, et finalement tu profites et c'est tout. Et là, je pense qu'il y a un shift, et je suis pas le seul à l'avoir fait. On le voit très bien dans la communauté brestoise, dans les médias, où tu recommences à sortir la calculatrice. C'est tout bête, hein, mais pendant 2 mois, ne pas avoir à regarder le classement, ne pas regarder les points, que ce soit des équipes au-dessus ou en dessous, c'est un truc assez unique, et dans l'histoire de Brest, c'est jamais arrivé. Là, on les ressort parce qu'on n'a pas envie de gâcher. Enfin, là, c'est une deuxième partie de saison où la pression commence à remonter, il y a beaucoup de nervosité, et ouais, c'est ne pas gâcher. Je pense que c'est l'idée, c'est une fois dans une vie, donc t'as pas envie de la gâcher. Donc c'est finalement presque plus dur à vivre maintenant que ça ne l'était il y a un mois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Oui, je suis d'accord. tu arrives à Moi, un je match. vois, puisque je pense pas, enfin, je vis pareil. On est passé du plaisir un peu détaché en se disant, bon, finalement, quel plaisir de ne pas avoir le stress du maintien pour une fois, c'est très agréable, à pouvoir vivre la saison sereinement et en prenant juste le bon côté de la saison, le bon côté des matchs qui s'enchaînent avec des bons résultats. Et là, c'est devenu concret, comme je disais tout à l'heure, et finalement, le fait que ça soit devenu concret, ça rajoute, alors si ça rajoute une pression aux joueurs, ça rajoute aussi une petite pression aux supporters que nous sommes. On est tous les trois quand même très investis en termes de suivi et de couverture du club depuis maintenant un bon moment, que ce soit via les réseaux sociaux ou sur notre podcast. Et là, c'est vrai qu'on a ressorti les calculettes, comme tu dis, Yann, et puis on sent comme une effervescence autour
autour du club, autour de l'équipe. Tu as des articles dans les journaux sur la façon dont les gens voyaient le Stade Brestois aujourd'hui. Et c'est pour dire que les gens qui s'intéressent pas particulièrement au club d'habitude, là commencent à t'en parler, commencent à s'y intéresser. Et je pense que si il y avait, je pense que là, ce sera très dur d'avoir des places pour les prochains matchs à Le Blé. À mon avis, ça va faire le plein assez rapidement. Donc, ouais, une saison qui est hyper excitante et qui risque de nous taper un peu sur les nerfs jusqu'à la fin. Oui, et je sais pas vous, mais typiquement le match à Nantes où on est allé, je suis allé en marrant, pas de stress ni quoi que ce soit. Là, que ce soit le match contre Marseille, même le match contre Nice, c'est vraiment le match contre Nice, moi, qui m'a fait cette bascule. Tu vas un peu la boule au ventre, t'as pas trop envie de parler le jour du match, enfin. Ouais, Le t'as match à Nantes, l'impression tu que stressais quand même tu stressais de croiser Gérald Darmanin, je te rappelle. c'est vrai. On ne l'a pas vu. Et toi, évidemment, Fanch, tu enseignes naturellement dans un collège et lycée brestois. Est-ce que toi aussi tu sens une sorte d'émulation, même à travers la jeune génération, peut-être même avec tes collègues, hein, tu disais que Alors, les c'est vrai gens qui, qu'au niveau des collègues, tout le monde sait grosso modo que je suis un fervent supporter de Brest depuis des années. Et souvent, c'était un peu le côté Brest a encore perdu ou ce genre de remarques, mais pas méchantes, tu vois, mais un petit peu de chambrage. Et quand Brest. factuel. Factuel, c'est ça. Bref, on n'était pas bon et voilà, ils savaient que ça m'affectait en quelque sorte, même si je prends quand même du recul par rapport à ça. Et là, c'est vrai que tu as des gens qui ne s'intéressaient pas nécessairement beaucoup au club, qui viennent me voir pour m'en parler, m'en toucher un mot, et c'est très cool. Et concernant les élèves, ouais, je vous l'avais déjà dit dans des podcasts à la rentrée, je trouve que de toute façon, le Stade Brestois a fait des efforts en termes de marketing, etc., pour créer des agendas, des sacs, des vestes et tout. Mais c'est vrai que j'en vois de plus en plus. Je vous ai dit hier, il y avait un gamin qui avait un maillot de Martin Satriano en classe. Bon, tu vois, moi, j'ai rien dit. Mais au fond de moi, j'étais là, vamos, quoi. Je veux dire, c'est bien. On a pu tous ces maillots du PSG, de l'OM, de Lyon. Il y en a encore, évidemment. Mais je dirais que 50% des tenues de foot que je vois en classe, ou des goodies de foot, facilement 50% aujourd'hui, il y a quand même pas mal de PSG, mais il y a beaucoup de Stade Brestois et c'est très cool. Et je vois également des filles qui font du foot, parce que le foot féminin chez les collégiennes notamment se développe et se démocratise, et c'est très bien. Et je vois beaucoup de filles avec des vestes du Stade Brestois, et je trouve ça extrêmement cool que ce soit à la fois les garçons et les filles qui en portent. Ça veut dire qu'il y a aussi, ça draine un public qui est familial, que les mères de famille vont certainement aller au stade aussi, et je trouve ça vraiment très bien qu'il y ait un public de ce type-là à Brest. Et c'est vrai qu'en classe, bon, ça nous arrive rapidement. J'espère que l'inspecteur n'est pas trop à l'écoute, mais de toucher 2-3 mots un lundi matin où Brest a battu Marseille la veille, de faire une petite digression sur le match, bien entendu, mais ça fait partie du jeu. Et après, on retourne au travail très sérieusement. Mais ça fait plaisir de surfer aussi sur cette bonne humeur et de voir que les gamins sont ravis. Je pense qu'ils n'ont pas forcément conscience de la chance qu'ils ont de vivre ça à leur âge. Parce que nous, Quentin, tu te souviens, quand on était au collège, c'était les tréfonds de la Ligue 2 et c'était compliqué. Là, ils vivent ça avec beaucoup de plaisir. Les collègues qui vont au match aussi. Et puis je pense que même tous les Brestois finalement sont très fiers de leur équipe. Parce que je pense que cette équipe-là, au travers d'Éric Roy et de la simplicité de cet homme, de la simplicité également de Denis Le Saint, est très humaine. Et les gens se reconnaissent dedans. Et se reconnaissent quand tu as un capitaine qui est Brendan Chardonnay, qui est quand même un enfant du coin. Cette équipe dégage quelque chose d'extrêmement sympathique. Et même les gars qui viennent de très loin, je pense à des Magnetti ou Camara qui sont des Marseillais. Magnetti, Camara, tu as envie de leur ouvrir la porte pour qu'ils viennent boire l'apéro chez toi. Tu as envie d'être pote avec eux, et ça a l'air d'être des types extraordinaires. Et je pense qu'ils sont intéressés pour l'apéro, hein. Au moins Ah un oui, des deux. c'est possible. Mais ouais, non, c'est une équipe Et Maliti Camara qui sont presque l'emblème, on va dire, de l'état d'esprit du club cette saison. On a douté, on a douté. On a douté. Parce que 3,5 millions pour Camara à l'origine, je me souviens qu'on avait quand même. On s'était interrogé sur on était critique. On s'était interrogé sur le montant, d'autant plus quand tu n'as pas beaucoup d'argent. Et c'est encore une fois la réussite, je pense, d'un club, parce qu'on met Grégory Lorenzi souvent en avant, mais c'est sa réussite à lui, la réussite du nouveau coach de les avoir intégrés, de les avoir fait progresser. Et c'est quand même, il y a énormément de satisfaction cette année. Si on devait faire le bilan, la case négative, il n'y aurait pas grand-chose dedans. Même le parcours en coupe, qu'est-ce que tu veux dire? Pour une fois, on sort avec les honneurs et c'est encore au parc. On n'y peut pas grand-chose, quoi. Je suis désolé de revenir dessus, mais
Franchement, je t'ai dit un mot qui a fait tilter, c'est le mot recul. Et je trouve que c'est ça aussi la différence avec la première partie de saison. C'est que là, aujourd'hui, moi, j'arrive pas à prendre de recul. C'est-à-dire que s'il y a un match qui se passe mal, je vais pas réussir à me dire, bah, c'est pas grave, il y a les 20 derniers. T'as l'impression presque de tout remettre à zéro chaque semaine. C'est un peu épuisant, mais je pense qu'enfin, au bout, ça vaudra le coup. Mais parce que je pense que tu as peur que tout s'arrête. Tu penses que c'est plus épuisant que jouer le maintien? Oui, et Tu es plus stressé cette année que l'année dernière à la même époque? Oui. et Ah je ouais? dirais même ça que je vivrais bien plus mal le fait de rater la Coupe d'Europe que le fait de redescendre en Ligue 2 dans 3-4 Ah ans. non, 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 ah non, Parce non, que, non, non. non, mais je comprends tous tes arguments très rationnels en mode c'est des emplois, c'est une vie de club, c'est un projet, etc. Ah, mais moi, ça me Mais fait flipper d'aller jouer à Pau, hein. oui, c'est vrai que les déplacements, c'est un peu moins sexy. Mais je veux dire, on est un peu conditionné, c'est la norme pour Brest de faire des allers-retours entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Ça fait chier, mais on l'a connu, on le connaîtra, et voilà, c'est le système. Là, il y a cette impression que c'est maintenant ou jamais. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vraiment, je suis complètement d'accord. Mais si on prend justement ce recul, et je comprends que ce soit difficile à prendre, mais le recul, c'est que le Stade Brestois, à mon sens, est un club qui est en train, alors pas nécessairement de surperformer, parce que leur performance, ils ont rien volé à personne et ils méritent totalement leur place. Par rapport à leur budget, tu veux Par dire. rapport à leur budget, c'est exceptionnel. C'est quelque chose qui probablement, et vous l'avez tous les deux dit, ne se reproduira peut-être pas avant 1 ou 2 décennies. Donc l'objectif du club, c'est peut-être quand même de surfer sur cette vague, sur cette dynamique, pour construire quelque chose, pour consolider ses bases en Ligue 1, pour progresser. Je pense que le club a encore beaucoup de progrès à faire dans plein de domaines, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau des jeunes et tout. Donc, pour moi, descendre en Ligue 2, ça porterait un coup beaucoup plus fatal au projet du nouveau stade et tout, peut-être, que ne pas réussir l'Europe. Si tu réussis pas l'Europe, tu recommences quand même la saison prochaine en Ligue 1, en ayant fait une belle saison, en ayant plus de certitude et en ayant certainement donné un très beau visage qui te permettra peut-être d'attirer des joueurs qui, pendant longtemps, auraient hésité, se seraient dit non, Brest, non. Brest, ça joue le maintien, il n'y a pas d'intérêt pour moi. Là, maintenant, Brest peut attirer parce que quand tu joues à Brest, tu sais que tu peux faire ce genre de saison. Mais évidemment, si on rate l'Europe, je serais extrêmement déçu, tout comme vous. Mais en fait, moi, je rejoins plutôt, je suis plutôt de l'avis d'Yann. Moi, souci. actuellement, non, mais j'entends tes arguments, franchement. Mais c'est exactement ce que je suis en train de faire avant tous les matchs, moi. Je me chie dessus. Moi, en fait, ça fait plusieurs matchs que ça a démarré, hein, mais vraiment, avant les matchs, je me chie dessus. Les dimanches matins sont extrêmement longs, avant 15h, encore pire avant 20h45. Là, ce sera samedi, avec Yann, on va aller au match à Concarneau pour passer le temps. Contre le match de Concarneau à Brest pour passer le temps, donc ça va passer, ça va être agréable. Mais c'est vrai qu'avant Ça va chaque être match, agréable. Le mec qui regarde des Brest PSG, il dit et là non, il mais dit ça va Concarneau en général, c'est plutôt bien, c'est va être plutôt agréable. S'il joue contre au qui? niveau. Il joue contre Laval. Ouh, le palindrome. Eh oui. Mais vraiment, en fait, j'ai tout simplement peur que tout s'arrête et j'ai peur que le match à venir soit le début de la fin. Donc en fait, vraiment, je me chie dessus. N'ayez pas peur, messieurs. Ah non, en fait, j'ai de moins en moins peur mais à la fois, je suis de plus en plus en stress parce que maintenant, un match nul n'est plus On n'est pas habitué à ça. assez. Le match nul, en fait, quand tu joues le tableau, c'est une petite défaite. C'est Le ça. match Et nul, en quand fait, tu joues le maintien, c'est toujours un point de plus. Le match contre Marseille, par exemple, c'est un match que tu devais gagner parce que tu avais fait match nul contre Clermont, contre Nice, parce que c'était un adversaire qui, sur la forme actuelle, était nettement inférieur. Et donc, Et que tes adversaires directs avaient perdu. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle qu'ils changent d'entraîneur. Ils vont peut-être relancer une petite dynamique. Ils vont peut-être battre des adversaires directs maintenant. Mais vraiment, je m'attendais à gagner. Et en fait, chaque petit coup de sifflet, chaque mauvaise passe, chaque occasion ratée, c'est un coup porté qui va dans le sens du match nul ou de la défaite, quoi. Et vraiment, je suis à cran, c'est terrible. Hein. Vraiment, les émotions sont absolument décuplées par rapport à quand on jouait le maintien, parce que, en fait, quand on joue le maintien, généralement, t'es pas bon. Donc, tu ne t'attends pas à grand-chose. Même en Ligue 2, finalement, tu vois bien que tu joues pas très bien au foot. On n'était pas. T'as vite oublié Gaëtan Charbonnier quand même. Oui, c'est vrai.
Mais j'étais pas. En fait, en tant que Brest en Ligue 2, normalement, tu es censé être au-dessus de la mêlée. Pas nécessairement être premier, deuxième, troisième, mais tu t'attends à gagner la plupart de tes matchs à domicile. Là, tu es en Ligue 1, tu joues comme des Marseille, tu joues comme des Nice, tu joues comme même les équipes de milieu de tableau, hein, mais les Reims-Strasbourg, ça c'est maintenant des équipes solides de Ligue 1. Et vraiment, j'arrive avant tous les matchs, je suis stressé de fou parce que j'ai juste peur que ça s'arrête, quoi. Et j'ai peur à la fois pour moi, évidemment, de façon totalement égoïste, mais aussi pour les joueurs qui le méritent, en fait, d'aller chercher cette Coupe d'Europe, qui méritent parce qu'ils sont en train de montrer, parce qu'ils montrent depuis un an désormais, d'aller chercher quelque chose qui récompenserait cette saison, parce que ce serait aussi une récompense pour eux de tous ces sacrifices. J'imagine que déjà, ils se bagarrent beaucoup sur le terrain. Ça fait plaisir à voir parce que je pense que cette équipe, elle représente très très bien la ville de Brest, qu'est la ville de Brest. Donc vraiment, on sue quoi. On sue de fou pendant les matchs. Vraiment, comme jamais je n'avais sué en suivant le Stade brestois. Et vraiment, c'est des émotions qui sont absolument, comme je l'ai dit, décuplées par rapport à tout ce que j'ai pu vivre avec le Stade brestois. Vraiment, cette saison est tout à fait particulière et c'est vraiment pour ça que je voulais partir sur ce sujet. Mais et je rejoins Yann là-dessus. J'espère vraiment que les joueurs sont plus confiants que moi parce que sinon on va droit à la catastrophe. Moi, je vous le dis. C'est pour une fois, c'est moi le plus confiant du groupe. C'est en tout cas toi qui as le plus d'objectivité par rapport à la situation. Peut-être toi qui es le plus perméable à la pression, dans le sens où, voilà, c'est exactement ce que Quentin disait, nous on voit des mauvais signes partout, dès qu'il y a un truc qui va pas, on se dit ça y est, c'est la fin. Moi, je vois trop de bons signes. Je vois trop de trucs qui sont, tu vois, genre Marseille qui joue l'Europe juste avant nous. Je sais pas, t'as des trucs, Strasbourg qui perd son attaquant, bim, c'est juste le carton rouge la semaine avant nous. Le Havre qui gagnait, qui était bon, qui commence à devenir nul juste avant de nous jouer. Enfin, je vois pas mal d'arguments. Tu vois, tu perds Camara ou tu perds Magnetti, bah c'est pas grave. Après, juste l'argument principal, c'est juste le niveau de jeu depuis le début de saison, hein, finalement. Mais ça, c'est difficile de se dire que, en fait, on est conditionné aussi en tant que supporter du Stade brestois à se dire que quelque chose va déconner à un moment donné. Oui, c'est ça, parce c'est notre vie de supporter de Brest. On n'a jamais vécu ça. Donc, Alors qu'objectivement, il y a aucune raison. statistiquement, quand on regarde, alors c'est très difficile à expliquer, hein, parce que finalement, ça ne veut rien dire. Mais les prédictions, les probabilités, tu y vas tout droit. Mais en tant que supporter brestois, c'est pas normal que tu y ailles tout droit. Oui, Donc tu te dis que Jean-Lucas, il va y avoir quelque chose, il va partir dans la barrière et le Stade brestois il va partir dans la barrière aussi, quoi. je rajoute aussi un point historique pour envoyer chier les statistiques probabilités. La fameuse saison de Ligue 2, la première de Furlan, on était monté hein, officiellement, d'après les stats. Bon. Oui, on va faire attention. Ouais, mais là, la première saison de Furlan, on marquait beaucoup dans les arrêts de jeu, par exemple. C'était pas aussi maîtrisé. statistiquement, c'était pas aussi bon que ce qu'on est en train de vivre là. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour vous expliquer quand même, on a un petit canapé d'angle à l'appartement là. Avant le match contre Marseille, j'ai poussé la table la table de salon parce que si jamais il se passait quelque chose, il fallait me lever du canapé, tu vois, il fallait me lever du canapé et j'avais peur de cogner quelque chose, de casser la table. Et vraiment sur le but de l'Es Melou, j'étais à deux doigts de chialer, quoi. Parce que les émotions, mais c'est fou. Et évidemment, le scénario faisait que c'était particulier, mais vraiment tout est surmultiplié. Enfin, vraiment, c'est une saison comme aucune autre. Je sais pas si parce que même l'année prochaine en Coupe d'Europe, ce sera du bonus. On ne sera pas évidemment si jamais il y a demi-finale et qu'on a gagné 2-1, je sais pas où à la Fiorentina et qu'on accueille la Fiorentina, on sera en train de suer pareil. Mais jusque là, c'est du jamais vu pour moi, du jamais ressenti surtout. Et espérons que ça continue évidemment, mais c'est une saison qui va, en tout cas pour moi, hein, par les émotions qu'on a déjà vécues cette saison, par ce qu'on va sûrement encore vivre, que ce soit négatif ou positif, va rester dans l'histoire. Je pensais pas, en fait, je pensais pas que les émotions dans le football pouvaient aller aussi haut et aussi bas. À chaque coup de sifflet de l'arbitre, c'est la fin. À chaque bonne passe, à
à chaque beau mouvement, c'est de l'émerveillement. Voilà, c'est vraiment tout est décuplé. Et, Comment on appelle ça? C'est la passion. Et, ouais, mais là, ça va presque trop loin là. Ah et à chaque bah, podcast, ça donne quoi à chaque podcast? Et je sais pas en fait, parce que bon, évidemment, les derniers matchs ont été particuliers, surtout à domicile, puisqu'on pouvait pas. Enfin, moi, j'ai décidé de pas aller malgré les possibilités, hein, parce que on a le bras long évidemment, mais on aurait pu aller au stade. J'ai décidé de pas y aller parce que ça m'intéressait pas, en gros, un stade sans route de Quimper, c'est un stade qui manque d'âme, je trouve un peu. Donc j'étais pas très intéressé à aller au match et je sais pas si j'aurais vécu de même façon les matchs à Le Blé plutôt que chez moi, parce qu'évidemment on a l'avantage à Le Blé de pouvoir crier, alors qu'à l'appartement bah, c'est fortement déconseillé. Donc on verra ça contre le Havre si c'est plus facile de vivre un match comme on va parler de 10 finales, presque de 12 finales. On va savoir si une finale contre Le Havre est plus facile à vivre qu'une finale contre Marseille, mais c'est vrai que j'avais vraiment envie de parler de ça parce que je pense en tout cas que cette saison est particulière à la fois dans le contenu, dans le classement évidemment, dans sa finalité sûrement, parce qu'il y a quand même de grandes chances que Brest batte son record de la plus belle saison pour eux, mais aussi et surtout dans les émotions et dans ce qu'on vit personnellement chacun. Et c'est pour ça que j'avais envie d'avoir votre avis et éventuellement l'avis des auditeurs qui sont toujours là, peut-être 1h05 après le début de ce podcast, dans les commentaires YouTube, sur Twitter. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu, évidemment, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, pour clore ce podcast, j'avais envie de parler de ça. Messieurs, c'était super. J'ai apprécié. on espère se retrouver prochainement pour continuer à rêver. Hein. Bonne fin de semaine à tous. Bonne fin de semaine, messieurs. Oui, On va encore vibrer dimanche. comme je te disais Non, c'est samedi. oui, c'est samedi. Comme je te disais C'est samedi. en début de podcast, petite dédicace à Jules qui se reconnaîtra. On salue. Salut Jules, bien sûr qu'on te salue. Salut. On salue aussi notre ami. Alors, j'ai oublié son pseudo. Je m'en souviens maintenant. Parce que j'ai fait un dédicace, mais notre ami qui a stické, bien sûr, côté du stade Vélodrome. Notre président, notre leader de la distribution nationale de légumes, du côté du stade Vélodrome, pour nous avoir fait beaucoup rire. Moi, le premier. Et pourvu que ça continue. Pourvu que les mêmes on peut faire 3 ans d'ici la fin de la saison, et alors là, on aura le coup. Messieurs, bonne fin de semaine à vous. À la prochaine. Tu es